Alors, il y a aussi un terme que je trouve intéressant, c'est l'idée d'apprentissage. Là, on parle beaucoup d'apprentissage. Tout ça, ce sont des systèmes d'apprentissage. Et c'est un petit peu ce qui fait la différence avec les réseaux experts, l'apprentissage. C'est quelque chose de très important aujourd'hui dans l'IA. Par renforcement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on renforce? Alors, le renforcement, c'est une autre technique, alors qui n'est pas du réseau de neurones. C'est une autre technique pour apprendre un comportement. Donc, c'est plutôt lié à de l'action. Par exemple, comme dans les jeux vidéo, on peut apprendre à une machine à jouer contre des jeux vidéo grâce à l'apprentissage par renforcement. Et l'apprentissage par renforcement, il est très naturel. C'est ce que nous, on fait. Le système essaye un truc. Si ça marche, il note que ça a marché et il essaye d'après. Et puis quand ça ne marche pas, il note que ça ne marche pas. Après, il réessaye et puis il va dire tiens, j'ai déjà été dans cette situation et ça, j'avais essayé, ça ne marchait pas, donc je ne l'essaye pas, j'essaye autre chose, etc. Et donc, il va toujours aller jusqu'à l'erreur et plus il avance, plus il va marquer des points. Et donc, il va se dire moi, mon but, c'est d'avoir de plus en plus de récompenses. Et donc, la récompense, ça va être le renforcement, c'est plus il avance, plus il a de la récompense. Et donc, il va juste être à pro-gain, il dit je veux plus de récompenses, je veux plus de récompenses. Et ce qui est formidable, c'est qu'il va reconnaître une situation, il va dire dans cette situation, il va se souvenir dans cette situation, voilà ce que j'ai fait, ça a bien marché, et donc je le refais. Ou alors ça n'a pas bien marché. Alors là, il faut faire un dosage subtil entre si je refais toujours au même endroit un truc qui avait bien marché, et le risque, c'est que si ça m'emmène dans une impasse, imaginez un labyrinthe, vous repartez, vous allez toujours assez loin et à la fin, vous avez un obstacle, eh bien, vous allez toujours dire là, ça marchait bien jusqu'à cet endroit-là. Donc, à un moment, il faut dire, je vais plutôt essayer quelque chose qui avait a priori pas bien marché la dernière fois pour explorer des nouveaux. Voilà. Donc, l'apprentissage par renforcement, c'est très, très compliqué d'un point de vue mathématique. Mais c'est très proche de ce que nous, on fait. Je pense plus proche, moi, je trouve ça plus proche de notre façon de réfléchir que les réseaux de neurones. Et c'est intéressant l'idée de la récompense. Récompense pour un humain, je vois. Pour un animal, je vois. Pour une machine, je vois moins. Mais je comprends qu'en effet… Prenez le cas des jeux vidéo. La récompense, on va demander à un système de gagner un jeu vidéo. Sa récompense, c'est le nombre de points qu'il obtient. Et donc, on a… C'est une public très connu sur l'apprentissage par renforcement. Justement, ils ont enseigné un système comme ça à gagner à plein de jeux Atari. Des jeux très simples qui sont connus. Et le système fonctionnait pas mal. Sur le papier, c'est génial. Après, imaginez que vous fassiez ça avec une voiture autonome. Vous voulez apprendre une voiture autonome à conduire par renforcement. Elle va avancer, elle va avoir un accident. Donc, vous allez réparer votre voiture. C'est pas possible dans tous les domaines. Vous allez revoir un accident un petit peu plus loin, etc. Et donc, l'inconvénient de l'apprentissage par renforcement, c'est que c'est très destructeur. Donc, ça marche surtout en simulation. Et donc, nous, sur nos robots, quand on faisait des robots humanoïdes, on avait essayé de leur apprendre à marcher comme ça. Donc, les premiers robots, ils se cassaient tout le temps. Et donc, le patron a dit, vous allez trouver autre chose. Donc, on a fait ça avec des simulations de robots. Donc, nos robots simulés, quand ils tombaient, c'était pas grave. Et donc, petit à petit, ils ont réussi à apprendre à marcher. Et donc, en simulation, le robot marchait très bien. Donc, on a mis le système sur un vrai robot. Évidemment, ça marchait pas parce que notre simulateur n'était pas parfaitement exact par rapport au robot réel. Et donc, on a refait un petit peu d'apprentissage sur le robot réel, et ça marchait pas mal. Et après, on a dit, ce qu'on a appris avec celui-là, on va le mettre sur un autre robot. Et là, quand on le met sur autre robot, ça ne fonctionne pas. Il faut refaire de l'apprentissage parce que les réglages ne sont pas tout à fait les mêmes, les moteurs ne sont pas… Et donc, on voit une des limites de l'apprentissage par renforcement, ce n'est pas très, très robuste. Oui, je crois que c'est la différence qu'il y a aussi entre AlphaGo et Alpha, l'autre 0, qui lui est capable… On l'imagine d'apprendre d'autres jeux que simplement le Go. Oui. Alors, j'en ai noté encore deux. Bon, un que je connais un tout petit peu et un j'ai vaguement entendu parler. Réseau de neurones récursif convolutif. On n'est pas obligé de tout rentrer dans le détail. Mais… Alors, le convolutif, ça a été un grand virage. Ça a été inventé par Yann Lequin, un Français qui travaille chez Facebook. Et là, sa révolution, c'était dans le traitement d'images. En fait. Pour le traitement d'images, il a eu l'idée de faire des convolutions, c'est-à-dire de prendre des petits paquets d'images et d'essayer d'apprendre qu'est-ce qui est intéressant, pas pixel par pixel, mais dans des groupes de pixels. En fait, et la convolution, elle va permettre de concaténer les informations qu'il y a sur plusieurs pixels ensemble. Par exemple, aller détecter Alors, on faisait ça autrefois, à la main, on disait ce qui m'intéresse dans une image, c'est d'aller chercher des bords. Et donc, en traitement d'image, comme moi je l'ai appris dans les années 80, on cherchait des bords. Voilà. Et puis… Donc, le principe du système de convolution, c'est de dire, va chercher un motif
mais je ne te dis pas quel motif chercher. Alors souvent, il va retrouver des bords, le système, mais il va parfois aussi retrouver un œil, une oreille, des trucs qui sont plus typiques des images qu'on lui donne. Et donc c'est ça, le principe de la convolution, c'est d'aller chercher des paquets plutôt que de regarder pixel par pixel. Donc ça a été une avancée majeure dans le traitement d'image, principalement. Et ça vraiment. Dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui. Et parce que le traitement d'image, c'est l'application du réseau de neurones. Il n'y a pas d'autre solution que le réseau de neurones convolutif, quasiment, pour faire du traitement d'image. Et quant au réseau récursif, le réseau récursif, c'est aussi un système qui est. Alors lui, c'est pour prendre en compte quelque chose qui se déroule dans le temps. On appelle des séries temporelles. En fait, c'est difficile. Quand vous voulez prévoir l'évolution d'une température, de juste regarder la température qu'il fait aujourd'hui pour deviner la température qu'il fera demain. Rien que ça, on a l'idée assez naturellement. Il faut regarder la progression d'avant. Est-ce que la courbe, elle monte comme ça ou est-ce qu'elle monte comme ça? Et voilà. Donc l'idée de récursif, c'est ça, c'est de dire, avant de prendre ma décision, je vais aussi regarder ce qui s'est passé dans les étapes d'avant. Voilà. Donc c'est le principe de s'appuyer sur la prévision à l'instant n, regarder la prévision à l'instant n-1, voire n-2, voire n-3, etc. Et puis celui dont on parle beaucoup déjà depuis quelques années, notamment dans le champ de l'art, avec des artistes qui s'y sont intéressés pour faire des images, c'est les fameux GAN, très tendance, qui ont juste 5-6 ans, je crois. C'est assez récent. Mais ça fait beaucoup de bruit, où on dit qu'il y a un générateur et un discriminateur, où on pourrait dire un faussaire et un juge. En fait, c'est deux réseaux qui, l'un fait des propositions à l'autre et l'autre va les accepter, les refuser, et ils avancent comme ça ensemble. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc le principe du GAN, c'est des réseaux génératifs. Jusqu'à présent, les réseaux de neurones, on donnait une image et ils nous sortaient une information, c'est un chien, c'est un chat, c'est un bonhomme. Donc vous voyez que la taille de l'information de sortie était beaucoup plus petite que l'information d'entrée. Ça, c'est un réseau encodeur, on va dire. Donc ça encode une très grosse image dans une petite information sémantique. Donc pour faire de l'interprétation d'image, c'est parfait. Et la partie générative ou décodeur, je pars d'une toute petite information et je vais régénérer une image, des millions de pixels. À partir de 150 valeurs, je régénère une image complète d'1 million de pixels. Donc à partir de 150 valeurs, j'en déduis 1 million de valeurs. Et ce million de valeurs, c'est une image qui a un sens. Alors au début, ces images, elles ne sont pas terribles. Et donc on met un discriminateur, un autre réseau, et on lui dit, qu'est-ce que tu penses de cette image? C'est du bidon, elle n'est pas bien ton image. Refais-la. Et donc on va, en s'appuyant là-dessus, le réseau va dire, il va se régler pour générer des images qui sont de meilleure en meilleure qualité pour tromper, en effet, l'autre réseau qui est censé reconnaître des images fausses et des images vraies. Et donc, le discriminateur va apprendre à discriminer des images qui sont de meilleure en meilleure. Donc, le faussaire va devenir de meilleur en meilleur. Et du coup, l'expert va devenir aussi de meilleur en meilleur pour détecter des faussaires, des faux qui sont de plus en plus réalistes. Et on va comme ça, c'est une espèce d'escalade pour arriver jusqu'à des générations d'images qui sont spectaculaires. Et ce que je trouve génial ces dernières années, j'ai même envie de dire ces derniers mois, c'est qu'après Collab, VQGAN, Disco Diffusion, là il y en a deux qui actuellement font beaucoup de bruit, qui sont Midjourney et DALL-E. C'est les technologies que vous évoquez, sauf qu'on a l'impression que tout le monde peut enfin taper une phrase, plutôt en anglais, avec peut-être à la manière d'eux, et qu'on peut en effet avoir des images. Et ça, je pense, c'est une révolution que le grand public peut voir, y compris voir l'image se faire et se faire floue, s'améliorer, où on a de multiples choix. Enfin, je trouve ça passionnant à observer, quand bien même il y a beaucoup à dire sur ces images et à quoi ils vont servir. Et alors, ce qui me fascine là-dedans, c'est l'inventivité des gens qui imaginent ces usages de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, derrière l'intelligence artificielle, il y a quand même une créativité humaine incroyable. Et puis, il y a une intelligence humaine. Le GAN, c'est pas venu comme ça, quoi. Les réseaux récursifs, c'est pas venu comme ça. Les transformers, les architectures, si vous voyez aujourd'hui, parce que moi je vous ai présenté le réseau de neurones type perceptron, je rentre, je ressors, je passe au voisin, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, une architecture de réseau de neurones. Et ça, c'est pas une intelligence artificielle qui génère elle-même ces nouvelles idées d'architecture de réseau de neurones. Donc, il y a vraiment, une chose qu'il faut bien mettre dans la tête des gens, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas magique. Une fois que c'est fini, c'est vrai, ça a l'air magique. Et je le disais moi-même, une fois que le réseau est fini, on met une image avec un trou, ça met une image sans trou, c'est extra, ça a l'air magique, ça ne l'est pas. Mais en revanche, le gars qui a inventé ça, ce n'est pas une intelligence artificielle. On n'en est pas encore à la singularité où ils inventeront ça, mais
aujourd'hui, il y a vraiment du jus de cerveau de gens brillantissimes qui inventent des nouvelles. Et pour faire le lien entre un besoin de tâches à résoudre et une nouvelle architecture de réseau de neurones, moi, là, il y a vraiment des gens qui sont très très forts. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit récemment en observant et ces IA fonctionner et la façon dont le public se les approprie, parce que notamment avec, je crois que c'est Discord, on peut voir un petit peu comment travaillent les gens. On se dit que dans ces équipes dont vous faites partie, il y a des gens qui sont évidemment brillants en mathématiques, ça ne les empêche pas non plus d'être brillants d'ailleurs aussi en langage, mais on peut imaginer qu'il y a vraiment la créativité, elle est du côté des mathématiques, elle est du côté des langages, elle est du côté de la méthode. Enfin, c'est vraiment des équipes, quoi. C'est pas. Oui. Et il faut voir, hein, voilà. Et les gens. Et pourquoi c'est des Google, Amazon, Facebook qui sont les meilleurs? Parce qu'ils ont des énormes équipes, ils ont des énormes données et ils ont des énormes équipes. Aujourd'hui, je pense que. Alors, on trouve toujours un chercheur tout seul dans son garage qui invente une petite idée nouvelle. Bon, mais voilà, les grandes ruptures dans la science artificielle, elles vont venir maintenant d'équipes gigantesques, quoi.